Merci. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à ce lancement du tout premier indice entrepreneurial québécois en économie sociale. Mon nom est Rina Marchand, je suis directrice principale contenu et innovation du réseau Mentorat et co-auteur de l'indice. Je serai votre maître de cérémonie aussi aujourd'hui et je vous présenterai les grands résultats de cette étude bien spéciale. Qui dit étude dit partenaire. Il aurait été impossible, cet indice-là, sans la présence de 3 grands piliers de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat collectif au Québec. La Caisse d'économie solidaire des Jardins, le Chantier de l'économie sociale et le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Merci infiniment de nous avoir soutenus dans cet indice-là. On est réunis aujourd'hui, vous savez, à la fois, j'ai une foule immense, là. Merci. On est donc sur un événement Zoom qui est retransmis sur les Facebook Live de nos grandes organisations. Rouvrez vos caméras et gênez-vous pas. Je vois certains d'entre vous, alors ça va nous faire plaisir de vous voir. Vous savez, vous pouvez échanger entre vous sur le Zoom, sur Facebook. Par contre, on n'aura pas le temps, malheureusement, de prendre vos questions ici en studio, mais n'hésitez pas à interagir. L'indice, très brièvement, pour les personnes qui pourraient peut-être ne pas nécessairement le connaître, il existe depuis 2009. Le réseau Mentorat l'a mis sur pied. L'a mis sur pied avec une personne que je voudrais saluer. C'est sous l'impulsion de Nathalie Riverain à l'époque. Alors, s'il est avec nous quelque part sur Zoom ou Facebook, je la salue. C'est un indice qui s'est étoffé au fil des ans, vous savez, pour offrir des lectures plus précises de l'entrepreneuriat, de certains aspects de l'entrepreneuriat québécois. Et puis, on le fait avec un partenaire depuis les tout débuts que j'aimerais bien saluer, qui est l'équipe de Léger. Alors, toute l'équipe, merci de nous soutenir dans ces aventures-là. Donc, depuis 2009, mais depuis 2021, donc, le soutien de nos partenaires nous a permis de lancer enfin un indice sur l'entrepreneuriat collectif qui vise spécifiquement les entreprises de l'économie sociale. Un travail assez important d'adaptation de la méthodologie de l'indice, je vous avouerai, qui a été mené aussi avec mon collègue Carl Marchand, qui est co-auteur avec moi de l'étude, que j'aimerais saluer également aujourd'hui. Vous savez, lancer un indice au réseau Mentorat, ça se fait avec toute une équipe, mais ça se fait aussi avec un directeur général que j'aimerais bien vous présenter. Alors, Pierre Duhamel. Merci, Pierre. Alors, bienvenue, chers partenaires, chers entrepreneurs, chers mentors, chers collègues, tous les gens qui nous écoutent ce midi. C'est une première pour nous, cet indice pour l'entrepreneuriat collectif. C'est pas une première au niveau de notre engagement, au niveau de l'économie sociale. Vous savez peut-être pas, mais on a 125 mentors dans notre réseau, presque 10% de notre brigade de mentors, si je peux dire, qui est impliquée avec des entreprises d'économie sociale. À eux, particulièrement, aujourd'hui, bien merci. Et je pense qu'ils jouent, par rapport à l'indice entrepreneurial, par rapport à ce sujet-là, un rôle important, un rôle moteur qui nous a amenés à nous intéresser de près à ce secteur de l'économie québécoise-là. En chiffres, en nombre absolu, vous allez peut-être voir les chiffres tout à l'heure, c'est pas énorme. Mais en impact, attachez votre sucre. C'est autre chose. Pourquoi? Mais parce que il y a d'énormes entreprises au Québec qui sont des coopératives. On va parler de Desjardins, des mutuelles. Les sociétés fondatrices de bénévoles l'étaient. Je ne sais pas si bénévole lui-même l'est encore. J'aurais dû m'informer avant. Des OBNL comme Renaissance. Il y a partout de ces organismes, de ces entrepreneurs sociaux, à défaut de les appeler autrement. Mais retenons le mot « entrepreneur » parce que leur implication, leur engagement, leur capacité d'innover, leur désir de croître, leur appétit pour la réussite est aussi grand que pour les entrepreneurs d'entreprises privées. Ils font face, comme eux, aux mêmes enjeux, aux mêmes défis, aux mêmes préoccupations et ils partagent les mêmes angoisses de temps en temps. Et donc,
ce n'est que justice, finalement, qu'on regarde c'est quoi quand on parle d'entrepreneuriat collectif au Québec? Qu'est-ce que ça représente? Pas juste au niveau quantitatif, mais au niveau qualitatif. Il y a des résultats là qui peuvent étonner et qui devraient vous étonner. Sauf évidemment les gens qui sont là-dedans depuis tout le temps. Ils vous diront que ça les étonne pas du tout. Mais moi, qui suis l'économie québécoise depuis au-delà de 40 ans, de très, très, très proche, je trouvais ces résultats-là extrêmement stimulants et extrêmement percutants. L'entrepreneuriat collectif au Québec, ça a de l'impact. Là-dessus, je vous repasse, Rina, avec les résultats. Merci. Merci beaucoup. Là, je ne vais pas faire mon Guillaume le métier vierge de moi-même, mais je voudrais quand même saluer spécialement le travail de Rina là-dessus, du début jusqu'à la fin. Trouver les partenaires, créer vraiment un questionnaire qui puisse refléter cette nouvelle réalité-là jusqu'à l'organisation aujourd'hui. Bravo, Rina. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Entreprendre à échelle humaine. C'était le bon titre, selon nous, pour cet indice-là de l'économie sociale en 2021. L'indice, bien évidemment, c'est une série de partenaires. Je vous les ai présentés tout à l'heure. Sans eux, l'indice était impossible. Mais l'indice, c'est aussi devenu un effort collectif dans le sens où on demande aux organisations de l'écosystème québécois de nous aider à relayer dans leur réseau d'entrepreneurs le questionnaire. Donc, l'indice 2021, c'est une grande opération dans le sens où il y a d'abord eu un grand sondage qui s'est répercuté en 2 rapports. Un premier qui est sorti au mois de mars sur l'économie privée. Je vais leur donner le petit nom de May Inc. Vous comprendrez. Donc, ce rapport-là est sorti en mars, puis le rapport aujourd'hui qu'on lance, l'indice en économie sociale. Alors, on a travaillé avec tout plein de partenaires collaborateurs, puis j'aimerais saluer, entre autres, Louis Cisneros de la base entrepreneuriale HEC Montréal, parce que Louis, depuis 2014, lui et son équipe sont d'une très grande aide. Alors, je les salue. Mais l'indice, c'est aussi des partenaires de diffusion, et je reviens sur eux. Vous voyez tous ces partenaires-là qui nous ont aidés à relancer les entrepreneurs dans l'écosystème. Plus de 29 en tout. C'est quand même une super belle équipe de partenaires. Donc, et on les voit ici. Alors, merci à tous ces partenaires relayeurs-là. On se lance très brièvement, une petite diapo de méthodologie, puis après ça, on n'en parle plus. Donc, je vous disais que c'était une grande collecte pour les 2 indices. Ça a d'abord été un sondage web que nous a aidé à mener l'équipe de Léger, donc qui est avec nous depuis 2009. Quelques 20 000 répondants ont été sollicités pour déterminer les grands taux de la chaîne entrepreneuriale et ce qu'on appelle, nous, un premier volet, un volet A de l'indice. Mais il y a aussi tout un sondage qu'on a lancé sur le terrain avec nos partenaires de l'écosystème. Ça a permis de rejoindre 214 dirigeants et dirigeantes de l'économie sociale et 410 propriétaires Inc., ce que je peux appeler notre volet B. En vertu de quoi, par contre, on pouvait répondre au sondage du volet de l'économie sociale? Il y avait 3 éléments. Le premier, en vertu d'un statut juridique, il fallait avoir un statut accepté par la loi sur l'économie sociale, donc à titre de coopérative, OBNL, organisme à but non lucratif, ou mutuelle. Ensuite, en vertu de la mission, donc ça prenait derrière ça une entreprise qui avait des activités commerciales, donc des revenus marchands provenant de la vente de biens ou services. Ce qui excluait donc du sondage certaines associations, les associations diverses, caritatives, qui n'avaient pas de revenus marchands. Puis, dernier élément de la méthodologie, notre répondant, on a voulu cibler le dirigeant ou la dirigeante de l'organisation. On sait, en économie sociale, ça peut être plusieurs personnes qui se partagent un peu ce rôle-là. Alors ça a été un petit travail, un petit défi, mais on a ciblé donc le dirigeant. Premier élément que j'aimerais vous dire, quand on parle de la chaîne entrepreneuriale, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui ont l'intention d'entreprendre ou reprendre une entreprise, les gens qui font des démarches en ce sens, des gens qui sont dirigeants ou qui ont fermé une fois dans leur vie une entreprise en économie sociale. Alors ici au Québec,
Pierre nous disait qu'il y avait peut-être, en termes de nombre absolu, c'est sûr, on ne parle pas de la population au grand complet, on parle de 21 personnes sur 1000 au Québec qui est associée à une étape et ou l'autre de la chaîne entrepreneuriale. En pourcentage, on parlerait de 2,1 % de la population adulte du Québec. Quand même, c'est des gens qui ont un impact énorme et on le verra. Le reste de la présentation, je vais focaliser davantage sur les dirigeants donc de cette chaîne entrepreneuriale-là. Puis quand je peux, je vais vous donner aussi certains chiffres de nos amis, les Inc. D'abord, un profil des entreprises qui ont répondu au sondage. On voit ici la répartition. Alors, 70% des répondants étaient dans des OBNL, 29% au niveau des coopératives et 1% mutuelles et fiducies. Si vous vous demandez, ils provenaient de quel secteur, ces gens-là? Principalement, c'est sûr que tous les secteurs étaient un peu mentionnés, mais on retrouvait davantage d'équipes en arts, spectacles et loisirs. C'est un secteur vaste, j'en conviens. Les services professionnels, scientifiques et techniques, puis ainsi que soins de santé et assistance sociale. Donc, c'était nos trois grands secteurs bien représentés dans notre échantillon. Si on poursuit, lorsqu'on pense à l'économie sociale, on pourrait penser sans doute à des organisations avec une portée peut-être davantage locale, de proximité. Mais quand on parle des entreprises d'économie sociale, force est d'admettre que leur portée est bien plus large. On a demandé aux répondants quel rayonnement les activités de leur entreprise pouvaient avoir. Donc, puis par rayonnement, on peut entendre différentes choses, approvisionnement, partenariat, vente, employés. Alors, la grande majorité des entreprises sondées ont une portée québécoise, donc qui dépasse leur région à 57,9. Puis environ 1 sur 5 nous indiquait que leurs activités étaient davantage sur une base canadienne, voire hors Canada, à l'international. Ça peut surprendre. Encore une fois, rappelez-vous la notion d'activité ici, mais retenez que l'empreinte, elle est vraiment plus large qu'une empreinte simplement locale pour ces entreprises-là. Si on poursuit, on va tout de suite parler d'innovation parce que c'est dans l'ADN, littéralement, des entreprises de l'économie sociale. Puis certains me diraient même, écoute, Rina, dans une phrase, innovation puis entrepreneuriat collectif, c'est un grand pléonasme, là, c'est attendu. On était tellement ravis de voir tous ces chiffres-là qui s'affichaient dans l'indice parce que les données sont intéressantes à cet égard-là. Quand vous regardez ici, on parle de 83,7 %. C'est 4 dirigeants sur 5 qui nous disaient, dans la prochaine année, nous comptons investir en innovation. 4 sur 5. C'est énorme. Puis là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on se met à regarder le comparatif avec les propriétaires du côté des entreprises privées, nos amis les Inc. On regarde les dynamiques extrêmement intéressantes. On peut voir donc du côté de l'économie sociale, on est à 83,7, 76,9. Donc, on pourrait se dire presque pareil ou peut-être légèrement plus élevé, mais pareil, on peut se l'affirmer. Puis, ce qui est particulièrement étonnant, encore une fois, tous nos partenaires nous ont dit non, pas du tout étonnant, mais nous, on était contents de voir ces chiffres-là. C'est à quel point l'innovation organisationnelle est super importante pour les équipes de l'économie sociale. Quand on parle d'innovation organisationnelle, peut-être que je peux vous dire, ça peut comprendre, par exemple, des nouvelles façons de collaborer ou de gérer des projets, entre autres choses. Cette volonté-là de vouloir innover au niveau organisationnel, elle est importante parce que si on considère les pressions qu'on vit en ce moment, que les organisations vivent depuis 2 ans avec la pandémie, pénurie de main-d'œuvre, cette agilité-là est extrêmement importante. Puis, vous allez voir dans notre deuxième panel, on a invité des entreprises qui se démarquent particulièrement à cet égard-là. Je vous parlais de pandémie. On va aller un tout petit peu du côté de ces résultats-là en regardant notre cher COVID. Quel impact a-t-elle eu un peu auprès de nos entreprises? Alors, je vous remets dans le bain du sondage. Il a été effectué en décembre 2021, ce sondage-là. À ce moment-là, on en était à notre 5e vague de contagion. On en a eu d'autres après. On terminait presque une 2e année de pandémie. Donc, c'est à ce moment-là que notre lecture a été prise. Et les dirigeants nous avaient alors indiqué que, somme toute, leur entreprise était soit robuste, presque la moitié, 49,6, ou du moins, elles n'étaient pas à risque de fermeture, 39,1, pour un total d'un bassin qui se dit quand même bien OK.
de 88,7 %. Du côté des Inc., 85,3 %. Mais ce qui est encore plus intéressant, il faut le voir ici, c'est le pourcentage du côté du modèle coopératif. Cette solidité-là de ce modèle-là s'affiche ici très clairement. On voit 95,6 % des entreprises coopératives nous indiquent être dans une bonne posture après 2 ans de pandémie. Ça aussi, c'est un sujet dont on va reparler dans le premier panel qui va suivre la présentation. Toujours dans notre lecture des effets de la pandémie, on note aussi des entreprises dont la santé financière est de façon générale bonne. C'est une situation qui est soit stable ou qui s'est améliorée donc depuis 2 ans. Alors, dans le tableau qu'on voit ici, on peut noter le niveau de trésorerie, quand même, qui est à un bon niveau, 83,2 %, ou l'accès au financement qui se situe à 81,7 %. Et ici, aussi, encore une fois, on peut remarquer au niveau des entreprises coopératives que les indicateurs sont en majorité plus élevés, donc au niveau de la santé financière. Donc, un beau signe de robustesse pour ces entreprises-là qu'on peut souligner. Si les entreprises de l'économie sociale sont robustes, si elles affichent une santé financière relativement bonne, c'est notamment parce qu'elles ont su s'adapter. Dans le jargon de l'entrepreneuriat, on appelle ça faire des pivots de toutes sortes. Puis, plus d'un choix était possible parce que souvent, on peut faire plus d'un pivot quand la situation l'exige. Puis, ce qu'on remarque ici, c'est que le 3/4 des entreprises, 76 % affirment avoir fait au moins un pivot depuis le début de la pandémie. Du côté des entreprises Inc., on est à 70 %. On peut parler donc de quelque chose d'équivalent. Et le pivot le plus fréquent a été l'adaptation, diversification de l'offre de produits ou services à 61 %. Donc, ce qu'on lit dans de tels chiffres, c'est une belle agilité des entreprises qui n'ont pas attendu que le train passe, ils se sont adaptés littéralement à toutes sortes d'égards. Mais on le sait, les entreprises subissent aussi de fortes pressions concernant la main-d'œuvre. Les entreprises de l'économie sociale n'y font pas exception. Ce qu'on peut voir dans la prochaine diapositive, c'est que l'ensemble des dirigeants propriétaires nous ont identifié librement les 3 plus grands obstacles, à leur avis, au développement de leur entreprise. Donc, ils pouvaient nous nommer ce qu'ils voulaient et mettre ça en ordre de priorité. Donc, il y avait un lot d'obstacles variés, mais celui qui est revenu le plus souvent, l'obstacle numéro 1, c'est la pénurie de main-d'œuvre, puis les éléments afférents, rétention de personnel et autres. C'est le cas d'une entreprise sur 5. Puis encore une fois, en dépit de ce grand obstacle-là, on peut nécessairement parler d'agilité en ce qui les concerne. Parce qu'on regarde dans ce prochain tableau-là, c'est une agilité à l'égard des stratégies en ressources humaines qui ont été déployées dans la dernière année. Donc, quand on regarde le tableau, parmi les entreprises avec employés, évidemment, regardez comme celles de l'économie sociale se sont activées dans la dernière année. Quand on parle d'amélioration des conditions de travail, 84,9. Augmentation des salaires et avantages sociaux à 74,2. Formation, transformation numérique. Ce sont 4 indicateurs parmi les plus forts qui démontrent encore une fois une grande agilité des entreprises de l'économie sociale afin de préserver et de renforcer le capital humain de leur entreprise. Puisqu'on parle de capital humain, on va parler aussi de ceux qui dirigent quand même ces entreprises-là, les dirigeants. On va terminer sur leur profil parce que c'est pas anodin. Donc, les profils des dirigeants qui ont répondu à l'étude. Encore ici, vous allez voir, les données sont intéressantes. Parce que pour affronter le monde des affaires complexes qu'on connaît, il faut être équipé. Équipé comment? Bien, équipé, oui, bien sûr, avec des mentors, mais ça, c'est une autre histoire. Mais équipé aussi en termes de bagages d'études universitaires. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que ceux qui ont une éducation universitaire, un diplôme de premier cycle, sont vraiment nombreux. Près de la moitié des dirigeants s'affichent avec ce bagage-là. Ça donne quoi, ça? Ça donne des informations de pointe, un réseau de contacts souvent influent, de haut niveau, des expériences innovantes. Ce n'est pas le seul bagage qu'ils amènent, les dirigeants. Ils en amènent un autre qui est très intéressant aussi, celui de provenir d'une famille en affaires. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que plus de la moitié des dirigeants en économie sociale disent « Oui, moi j'ai un parent ou des parents qui possédaient une entreprise, quelle qu'elle soit, ou même qui étaient peut-être travailleurs autonomes. » Pourquoi c'est intéressant? C'est que ce sont des modèles entrepreneuriaux auxquels ils avaient accès. Je remonte un peu dans le temps de l'indice. L'indice avait pu démontrer il y a quelques années que les personnes qui proviennent d'une famille en affaires ont 2 fois plus l'intention d'entreprendre. Qu'une fois lancées en affaires, elles faisaient preuve d'audace,
Donc, on a affaire à des entrepreneurs qui sont dynamiques. Et c'est ça qui est intéressant avec un tel bagage de ces entrepreneurs-là. Puis enfin, un autre aspect intéressant du profil des dirigeants de l'étude, puis on va terminer là-dessus. Un dirigeant sur 4 a déjà été propriétaire d'une entreprise privée, une Inc., avant de devenir un dirigeant d'une entreprise de l'économie sociale. Puis du côté des dirigeants de l'économie sociale actuelle, ils sont 12,8 qui nous disent « J'ai déjà dirigé ça, moi, une autre entreprise en économie sociale. Cette expérience-là antérieure, elle est formidable, mais regardez comment elle est encore plus importante du côté des dirigeants des coopératives. Ils sont un quart à nous dire « Oui, j'ai une expérience entrepreneuriale antérieure avant d'occuper le poste que j'occupe en ce moment dans une coopérative. » Qu'est-ce qu'on peut retenir d'une telle diapositive? Nous, ça nous souriait dans l'équipe de l'Indice parce que ça nous montrait à quel point les individus peuvent bénéficier d'un écosystème où il n'y a pas de frontières, où les possibilités sont totalement ouvertes et les modalités de l'entrepreneuriat leur sont ouvertes. Ce n'est pas deux univers parallèles, c'est une seule et même planète entrepreneuriale, j'oserais dire. Donc, c'est ce que ça nous dit, ces résultats-là. Et puis en terminant, ce que ça nous montre, l'indice en économie sociale, c'est que ce sont des entreprises, j'ai été trop vite, ce sont des entreprises qui sont innovantes, agiles, qui sont soucieuses aussi de leur monde, qui sont prêtes à relever des défis comme on peut en connaître dans la société québécoise. C'est des entrepreneurs et entreprises qui s'inscrivent de plein droit dans la grande économie du Québec. Puis moi, j'aimerais terminer en citant un de nos mentors en économie sociale, Paul Ouellette, qui est, je l'espère, avec nous derrière son écran, qui résume la chose de façon bien élégante, qui nous dit « Une économie plurielle donne tout simplement une meilleure société ». Alors, merci d'avoir été avec moi. On ne termine pas, là. On va passer à des discussions, à un beau panel. Donc, merci beaucoup. C'était la présentation des résultats de l'indice. Et puis, je vous dirai à la toute fin comment récupérer l'étude en ligne. Donc, voilà. On se transporte tout de suite du côté de notre panel numéro 1 pour venir échanger sur les résultats de l'indice, sur la vision d'avenir aussi de l'entrepreneuriat collectif et des entrepreneurs de l'économie sociale. Alors, c'est un panel composé de nos grands partenaires de l'indice. D'abord, Béatrice Allain, qui est directrice générale, Chantier de l'économie sociale. Le Chantier est une organisation qui est vouée à la concertation d'acteurs et de partenaires de l'économie sociale afin de promouvoir l'entrepreneuriat collectif et de développer des secteurs et des outils aptes à soutenir l'émergence de ce modèle de développement basé sur des valeurs de solidarité, d'équité, de transparence. Le Chantier est reconnu internationalement pour l'écosystème de soutien au développement de l'économie sociale qu'il a contribué à mettre en place. Ensuite, Marc Picard, qui est notre directeur général de la Caisse d'économie solidaire Desjardins, la principale institution financière spécialisée en économie sociale au Québec, avec un volume d'affaires, tenez-vous bien, de 4 milliards de dollars, juste ça, et un actif de 2 milliards. Cette caisse agit comme un point de ralliement financier entre les mouvements sociaux, les entreprises collectives et les citoyens engagés qui partagent l'objectif de bâtir une société plus juste et plus durable. La Caisse d'économie solidaire compte plus de 21 000 membres, dont 4 000 sont des membres coopératifs, OBNL, syndicats de partout au Québec. Enfin, Marie-Josée Paquette, directrice générale, Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, fondé, là j'ai été surprise, fondé en 1940, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Vous savez, le mouvement coopératif et mutualiste au Québec représente 3 000 coopératives et mutuelles et 11 millions de membres, rien de moins. Pour animer ce panel, nous avons le plaisir d'accueillir aussi Anissa Kerati, développeuse de projets entrepreneuriaux spécialisée en accompagnement, financement des entreprises, plus particulièrement l'économie sociale. C'est pour ça qu'elle est ici. Une approche basée sur l'intelligence collective et j'oserais dire de cœur aussi. Elle cumule certains titres et postes, mais aujourd'hui, on lui a demandé, Anissa, sois ici parce que tu es une mentor précieuse du réseau Mentorat Laval. Alors, chère Anissa, je te cède les commandes. Merci.
Merci beaucoup, Rina. Très heureuse d'être avec vous, parmi vous aujourd'hui. Et merci à mon panel. Je vais commencer par un calcul absolument pas scientifique, mais qui est parlant. Nous avons le CQCM, à peu près 83 ans d'existence, la Caisse d'économie solidaire, 50 ans d'existence, la Fiducie, 23 ans, on est à 155 années d'existence au niveau de l'entrepreneuriat collectif. Vous avez une connaissance fine de ce milieu-là. Pour vous, que représente cet indice? Je vais me lancer, la plus jeune. Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir finalement ces données-là. On le dit, entre autres, les années d'existence de ces institutions majeures que sont la Caisse puis le CQCM reflètent les années d'existence de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Ça fait partie de notre histoire. Ça a permis de développer nos territoires. Ça a facilité la participation des femmes au marché du travail. Il y a plein d'impacts et pourtant, c'est assez méconnu du grand public. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir des outils qui montrent les caractéristiques propres, qui montrent les forces et spécificités de ce modèle. Et j'espère que c'est un outil de plus pour qu'on en parle plus dans nos écoles de gestion, qu'on en parle plus aussi dans toutes les formations d'acteurs qui accompagnent les entreprises, que ce soit les avocats, les notaires et tout. J'espère que c'est aussi un outil pour exiger de nos partis politiques et de nos gouvernements qu'ils aient une vision de qu'est-ce qu'ils pensent que ces entreprises peuvent faire ou doivent faire de plus. Donc, je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup. De mon côté, je vous dirais, en fait, on sait depuis plusieurs années que le secteur de l'économie sociale est très dynamique au Québec. Les acteurs sont très dynamiques. Les représentants que sont le CQCM et le chantier font un énorme travail pour qu'on soit de plus en plus visible. Et même nous, à la Caisse, on a la chance de se promener au niveau international et le modèle québécois est très prisé. On a quelques études qui nous démontrent ça, mais nous, à la Caisse, ce qui nous intéressait particulièrement avec la création de l'indice, c'est d'avoir un outil scientifique qui nous permettait d'avoir un portrait plus exhaustif et plus rationnel sur l'état de l'économie sociale aujourd'hui pour nous aider à se projeter dans le futur. On le voit dans l'indicateur, on l'a vu tantôt, les jeunes ont beaucoup de l'intérêt. Et donc, c'est intéressant de le mesurer puis bâtir avec eux la suite des choses. C'est sûr que l'indice met en valeur vraiment la solidité du modèle d'affaires coopératif. Là. La donnée est probante. Là, en introduction, on l'a bien vu. Pour nous, c'est complémentaire aussi à une étude du taux de survie qu'on a fait au CQCM pour le compte du ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui démontre qu'après 10 ans d'existence, les entreprises coopératives sont beaucoup plus résilientes, donc 84,19,5% des entreprises, donc sont beaucoup plus pérennes dans le temps, les entreprises coopératives, entreprises d'économie sociale, mais particulièrement les coopératives. Et puis nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que le développement coop est très innovant. Puis en fait, les coopératives sont même leaders dans leur pratique d'affaires pour répondre à des grands enjeux, que ce soit au niveau de mettre en place des pratiques de développement durable au sein de la coopérative, que ce soit de créer un milieu de travail qui est attractif. On voit que les coops se démarquent énormément sur le terrain, en plus d'être présentes dans des secteurs qui sont émergents. Donc, pour nous, le CQCM, on est très fiers d'être partenaire de cet indice-là. Et je pense qu'on a tout en main pour pouvoir adresser les enjeux actuels, les enjeux qui ont été amplifiés par la pandémie, puis ceux qui sont à venir, évidemment. Je pense, on va pouvoir y répondre avec les coopératives puis les entreprises d'économie sociale. Voilà. Merci beaucoup. On a vu pendant la pandémie que nos entreprises étaient agiles, résilientes, qu'elles ont adapté leur modèle aussi pour pouvoir répondre aux besoins du milieu. Et on voit aussi qu'elles sont dirigées vers le futur, qu'elles veulent innover. Madame Alain, où se situe le chantier dans cette innovation? Je pense que, comme le disait Marie-Josée, on est très encouragés de cette posture décidément en faveur de l'innovation pour plusieurs raisons. Un, parce qu'effectivement, le contexte économique est très changeant, puis ça ne va pas arrêter avec la fin de la COVID. L'inflation, les chaînes d'approvisionnement appellent à la pénurie de main-d'œuvre, appellent à repenser nos façons de faire.
Mais surtout, je pense, au Québec, on fait face à des enjeux de société, que ce soit les limites écologiques, la crise environnementale, le vieillissement de la population, la dévitalisation de certaines régions qui appellent à changer nos façons de faire. Donc, des acteurs qui sont constamment en train de penser à comment je peux faire mieux, comment je vais faire autrement pour répondre aux besoins de ma communauté, c'est fondamental. Dans un contexte où, au Québec, il y a une stratégie québécoise de recherche et d'innovation qui veut encourager les entreprises à innover. Alors, les statistiques particulièrement fortes de nos entreprises qui disent qu'elles sont encore plus propices que d'autres à innover et dans des façons de faire. Pour moi, il y a plusieurs questions comme la question des soins ou la question environnementale qui vont principalement être répondues par des changements de pratiques et pas de technologie. Donc, je trouve ça très encourageant qu'on soit dans cette logique-là puis qu'on valorise cette posture d'agilité puis d'innovation continue. D'accord, merci beaucoup. Donc, on est dans un contexte, justement, on a un écosystème qui est innovant, qui est agile. On a des entreprises qui sont tournées vers le futur, qui veulent innover. C'est sûr que quand on parle d'innovation, on parle de besoin d'argent. Là, automatiquement, je me tourne vers M. Picard, la Caisse d'économie solidaire, bien entendu. Donc, savoir, en fait, comment c'est organisé, comment va s'organiser, comment s'organise l'écosystème pour pouvoir bien accompagner nos entreprises dans cette innovation. D'abord, je vous dirais ce qui caractérise notre milieu au niveau des approches qu'on a développées en matière d'analyse financière, c'est qu'on a des gens qui sont capables de comprendre le modèle d'affaires particulier d'une entreprise d'économie sociale qui est plus construit sur la base d'un besoin plutôt que la demande. Donc, il y a même un outil qu'on a construit en partenariat à travers Cap Finance qui s'appelle le Guide d'analyse en économie sociale qui vient vraiment rentrer dans le détail sur la procédure. Je n'irai pas dans cette direction-là aujourd'hui. Et là, en fonction du diagnostic de l'entreprise, on est capable de proposer des outils financiers qui sont adaptés aux entreprises. Bien sûr, au Québec, il y a beaucoup d'argent dans notre système. On est une société riche. L'enjeu qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de freins dans plusieurs outils financiers. Par exemple, la Caisse d'économie solidaire, la plupart du temps, va faire des prêts dans lesquels on va avoir besoin d'une contrepartie. On n'est pas une institution qui faisons du capital de développement. Donc, avec les années, au Québec, on a réussi à construire un écosystème fort diversifié qui travaille en plus étroitement ensemble en fonction des besoins des entreprises. Donc, ça facilite, à mon avis, beaucoup soit le développement des entreprises existantes ou la création de nouvelles entreprises. C'est assez unique, en fait, dans le monde d'avoir ce type d'écosystème-là et assez unique, en fait, dans le monde financier de voir des joueurs qui pourraient être perçus dans le secteur privé comme des concurrents, se comporter comme des alliés pour aider les communautés et les porteurs de projets d'entreprises collectives. Oui. Tu me permets de juste, parce que je trouve les propos de Marc sont très importants. Quand on parle d'innovation, les entreprises ont une volonté d'entreprendre, mais encore faut-il que les outils qui les soutiennent, les programmes gouvernementaux, puis les outils de financement, les expertises d'accompagnement soient à la hauteur de cette volonté, puis soient agiles autour de ces innovations. Et je pense que si on a parlé de l'importance et de la force de l'innovation en économie sociale, il faut aussi dire que c'est des fois un frein, parce que c'est des entreprises qui cadrent dans aucun programme, comme le développement de l'utile puis le logement étudiant, ou qui cadrent dans les programmes de 3 ministères différents puis qui n'arrivent pas à s'entendre, on peut penser à la cantine pour tous, ou qui se développent avec des besoins financiers très importants dans un secteur qui n'était pas existant, comme les plateformes numériques, puis il faut se réorganiser. Alors, ça appelle à un écosystème de soutien agile et à la hauteur des innovations sur le terrain. Mais ça appelle aussi à des politiques gouvernementales qui sont capables d'accueillir puis de soutenir ces innovations. Oui. En fait, moi, quand j'ai lu l'indicateur, j'ai été agréablement surpris parce qu'on sait que dans le secteur privé, l'innovation est très soutenue par l'État, par toutes sortes de formes, de crédits d'impôt, etc., etc. Dans le secteur de l'économie sociale, on n'a pas vraiment ce genre d'outils-là pour aider directement les entreprises. On compense un peu avec un écosystème qu'on a construit, mais ça reste marginal comme soutien de l'État pour favoriser l'innovation. Et malgré tout, on a vu que dans l'économie sociale, on est très innovant et très dynamique. Donc, moi, ça me parle beaucoup. Tout à fait. C'est pour ça que je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'écosystème est là, est prêt, accompagne, est innovant aussi, permet cette créativité-là, permet cette intelligence collective. Et on espère justement
encore plus que ça va continuer à aller de l'avant avec justement une aide tout aussi agile des gouvernements. Une reconnaissance, une aide. Parfait, merci beaucoup. On parle de pérennité, on parle de robustesse des coopératives. Alors la petite question, quelle est la recette gagnante que vous pourriez nous partager aujourd'hui? La recette gagnante, en fait, je pense qu'il faut mettre en valeur la distinction du modèle d'affaires coopératif dans un contexte aussi où toutes les entreprises cherchent à générer de l'impact social. On le voit, là, c'est de plus en plus tendance, là. Nous, les coopératives, on est différents, que ce soit au niveau d'une gouvernance qui est démocratique, qui est participative, que ce soit par notre ancrage local, quand on répond aux besoins d'une collectivité, aux besoins des individus, que ce soit par, je l'ai brièvement abordé, les conditions de travail, l'environnement de travail qui est très propice, une gestion qui est très horizontale. Quand vous parlez de gouvernance démocratique, est-ce que vous pouvez développer? Ben oui, absolument. En fait, c'est une gouvernance démocratique parce que la coopérative implique ses membres. C'est une gouvernance qui est transparente. Une coopérative ne cherchera jamais à enrichir des actionnaires. En fait, la coopérative va créer un enrichissement qui va profiter à tous, qui va redonner plus souvent qu'autrement aux collectivités et évidemment à ses membres. Donc, cette distinction-là, il faut la mettre de l'avant. Première chose. Deuxième élément, il faut pouvoir avoir un système de soutien qui est fort, qui est efficace. Là, on a brièvement abordé le soutien gouvernemental, mais il y a aussi tout un système, un écosystème de soutien avec différentes organisations qui viennent propulser l'entrepreneur qui désire démarrer sa coopérative ou son entreprise d'économie sociale. Et c'est le rôle du chantier et du CQCM de donner cette impulsion-là, de s'assurer que notre écosystème-là est prêt à pouvoir développer dans toutes les régions du Québec, à soutenir les entrepreneurs qui désirent se démarrer en affaires sous forme collective. Mais je vous dirais qu'il n'y a pas de recette miracle, hein. Les coopératives, les entreprises d'économie sociale font face aux mêmes défis. Vous l'avez largement abordé, défis de main-d'œuvre. Et c'est là qu'il faut mettre à profit la force de notre modèle. Et dans un contexte où, au Québec, l'étude du CERCI le dit très bien, d'ici 2024, il y a environ 10 000 entreprises potentiellement qu'on va perdre au Québec, bien, mettons à profit ces entreprises d'économie sociale-là pour pouvoir justement assurer le maintien de services de proximité, assurer la pérennité de nos entreprises québécoises. Le secteur collectif a évidemment bien sa place aux côtés des secteurs publics et privés. Et ça, c'est pas encore assez compris et valorisé par notamment le gouvernement du Québec, puis même le grand public, hein, qui tombe souvent en bas de leur chaise de savoir l'impact qui est généré par les entreprises d'économie sociale. Voilà. Et donc, avec un indice, justement, comme celui-là, ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations et une information beaucoup plus fine. Oui. Et détaillée et qui s'appuie sur de la donnée scientifique. On s'entend avec une méthodologie hors pair aussi. Exactement. Merci beaucoup. On a actuellement une société où nos jeunes qui veulent démarrer des entreprises démarrent des entreprises qui ont un sens. Ils sont en quête de sens, en quête de valeur. Et le chantier a fait une étude en 2019, justement, en analysant un petit peu les entrepreneurs de moins de 35 ans. Et on y lisait qu'ils veulent justement pouvoir résoudre une problématique au niveau de la société. Ils veulent justement une entreprise viable plutôt qu'un profit à court terme. Ils veulent pouvoir avoir un impact au niveau de la société. Quand on passait un petit questionnaire de vrai ou faux sur l'économie sociale, on se rendait compte que très peu d'eux connaissaient l'économie sociale, mais connaissaient véritablement l'économie sociale. C'est de l'économie pour les pauvres. Un OBNL, un organisme à but non lucratif. Non, moi, je veux quand même avoir un salaire. Donc, un petit peu tous ces préjugés qu'on continue année après année à avoir. Ces jeunes-là, qui sont la force de demain, comment peut-on aller les chercher? Comment peut-on aller les sensibiliser à ce modèle-là? Ben moi, quand le sondage est sorti, je trouvais que c'était une source de grand espoir et grande frustration parce que le constat pour moi était très clair que l'entrepreneuriat collectif
avec toutes ces spécificités de miser sur l'intelligence collective, de redevabilité pour le milieu, répondait réellement aux intérêts, aux aspirations des jeunes, et notamment des jeunes qui avaient un intérêt pour l'économie puis qui voulaient entreprendre. Et en même temps, on était effectivement face à des préjugés encore forts sur l'économie sociale de pauvres. Alors, je pense qu'il y a un travail en continu à faire pour continuer de faire valoir ce que c'est l'économie sociale réellement, combien d'entreprises, combien de chiffres d'affaires, où elles sont présentes, dans quel secteur, quels sont leurs besoins, quels sont leurs potentiels. Je pense que le chantier, le CQCM font beaucoup d'efforts. Il y a la semaine de la coopération, il y a le mois de l'économie sociale en octobre, le mois de l'économie sociale en novembre, qui sont un moment pour mettre en lumière les entreprises partout sur le territoire. Je pense qu'on peut en faire plus dans les écoles parce que ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine au Québec, d'avoir développé l'économie sociale, puis que notre société aujourd'hui, elle est différente à cause de la place de l'économie sociale, des logements collectifs, des coops agricoles, des CPE partout. Donc, je pense que d'en parler plus, d'avoir des outils plus fins avec des statistiques probantes comme cet indice aide, d'avoir plus de porte-parole que les entrepreneurs. On voit toujours des dragons puis des entrepreneurs héros à la télé, dans les médias. J'aimerais ça qu'on voit des collectivités ou des représentants des efforts collectifs pour revaloriser un territoire, pour redévelopper autrement un secteur, puis qui expliquent en quoi un modèle collectif qui est gouverné différemment a été un facteur de succès qu'on n'aurait pas eu autrement. Auriez-vous un exemple d'une entreprise, d'un secteur? Oui, j'en ai dans tous les secteurs. Je pense que dans les soins, je pense que les différences, par exemple, si on regarde la qualité, l'accessibilité des soins, des CPE, des services aux petites enfances dans les CPE, la qualité des services par rapport aux garderies privées est complètement pas comparable. L'accessibilité dans toutes les communautés du Québec versus dans les quartiers centraux bien nantis, je pense qu'on devrait s'inspirer de ça pour des questions de soins aux personnes âgées, puis s'assurer qu'on mise sur une redevabilité aux usagers, à leur famille. Je pense que les coops funéraires qui changent le prix d'accès aux services funéraires au Québec en général, parce qu'on a une place tellement importante dans l'économie ici, sont un exemple probant de ce qu'on peut faire quand on a l'échelle importante dans notre économie. La place de notre logement collectif qui est retiré d'un marché de spéculation puis qui fait que ces logements-là ne vont pas être inaccessibles dans 2 minutes avec la crise de logement et de la hausse des prix qu'on voit, sont des choses fondamentales pour la qualité de vie au Québec. Sont des modèles d'entreprises comme l'Utile qui ont été développés par des vraies personnes qui ont osé, comme tout autre entrepreneur, mais la façon qu'ils l'ont fait ne change pas juste leurs revenus dans leur poche, mais change l'accessibilité du logement étudiant à perpétuité au Québec. Donc, c'est fondamental. L'Utile, justement, si vous avez peut-être à expliquer vite. Oui, donc l'Utile, l'unité de travail pour l'implantation du logement étudiant, est une organisation qui est née d'un projet de développer du logement étudiant dans un site à Montréal, puis finalement développe du logement étudiant dans plusieurs villes à travers le Québec, dans une logique de perpétuité, que ces unités soient gérées par et pour des étudiants à long terme. D'accord, merci. S'il y avait un exemple de coopérative que vous pourriez mettre de l'avant, justement avec un modèle... le modèle fait en sorte que, justement, on peut pérenniser cette entreprise-là. Est-ce que vous auriez un exemple à partager avec le public? Bien, l'exemple que j'ai en tête, là, qui est innovant, c'est la coop Radish sur l'île de Montréal. Radish qui fait de la livraison, en fait, entre autres, fait de la livraison de mets et qui a des ententes et qui travaille avec les restaurateurs de l'île. Ils sont super innovants parce qu'ils ont démarré leur coop en faisant de la livraison à vélo. Notamment, ils ont ce souci-là, en fait, au niveau de la lutte au changement climatique puis de la pollution. Je peux penser aussi à Retourne-y, qui, en fait, la Caisse a collaboré justement sur un événement qui permet d'avoir des contenants réutilisables pour les restaurateurs. Donc, fini là, vos contenants en plastique que vous jetez à la poubelle. Retourne-y vous offre, travaille avec les restaurateurs, met l'offre alimentaire, les récupère, les nettoie. Ça, c'est de la... Vous allez me dire que c'est peut-être à petite échelle, mais ça démontre toute la vivacité d'esprit des entrepreneurs collectifs au Québec et le souci de vraiment vouloir faire la différence
dans leur collectivité ou leur quartier, dans ce cas-ci, sur l'île de Montréal. Tout à fait. Et derrière ces beaux projets, il y avait justement un écosystème financier qui était là pour pouvoir les appuyer, pour pouvoir les accompagner. Oui, en fait, on se fait dire un peu, comme vous disiez tantôt, que l'économie sociale est méconnue, mais la Caisse, c'est un peu la même chose. Mais malgré tout, le dynamisme de l'écosystème fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous rencontrer pour démarrer des projets. Après, des fois, je trouve qu'on est sévère avec nous-mêmes. Hein? C'est le premier indicateur qu'on fait qui nous dit que peut-être qu'on n'est pas aussi connu qu'on le souhaiterait, mais on n'a pas d'indicateur dans le passé pour voir l'évolution. Moi, ma perception, c'est, ça fait quand même 25 ans que je travaille dans ce milieu-là, c'est que ça a beaucoup progressé, la connaissance de l'économie sociale, et on va continuer à progresser parce qu'on travaille bien ensemble, puis on a des résultats probants qui font la démonstration que ça fonctionne. Pas oublier qu'on vit dans une société où le modèle dominant, c'est celui d'entrepreneuriat individuel et qu'on est les voisins du royaume du capitalisme et de l'entrepreneuriat privé qui vient un peu occulter, en fait, la réalité économique du Québec. Béatrice l'a effleuré un peu tout à l'heure. Au niveau historique, au Québec, on mise sur une économie plurielle, comme disait Paul Ouellette, et c'est ce qui fait qu'on a une économie peut-être plus résiliente et plus humaine qu'ailleurs en Amérique du Nord parce qu'on comprend que c'est intéressant d'avoir des entrepreneurs privés qui prennent des initiatives qui visent à répondre à des demandes. Mais au Québec, on a compris aussi qu'on a besoin de services publics universels et qu'en plus, on a le droit d'entreprendre ensemble pour faire des réalisations qui s'inscrivent en complémentarité des autres branches de l'économie plurielle. Donc, soyons plus fiers, puis ne laissons-nous pas décourager parce que monsieur et madame, tout le monde ne nous connaissent pas. Et ça fait partie de notre réalité. Et moi, ce que je vis, c'est pas que tout le monde nous connaisse, mais c'est qu'on progresse dans la connaissance de la valeur ajoutée du monde de l'économie sociale. Et ça, j'ai nettement l'impression qu'on le fait. Oui. Moi, j'ai l'impression que sur le terrain, dans les communautés, les gens, ils savent que telle entreprise, elle a un impact, qu'elle a revalorisé le centre du village, que telle coop, ça change quelque chose parce que c'est une coop agricole puis que c'est géré différemment. Donc, ou qu'on achète un café puis qu'on trouve ça agréable, mais qu'on n'a pas pensé qu'en arrière, c'est une coop de travailleurs puis que les profits sont redistribués différemment ou que les produits faits par une entreprise adaptée créent de l'emploi puis de la cohésion sociale pour une population spécifique. L'enjeu, c'est de le voir à la pièce et pas de se saisir de l'ampleur dans la diversité de secteurs dans toutes les régions du Québec, à toutes les échelles d'entreprise de l'entrepreneuriat collectif. Puis, comme dit Marc, de constater qu'est-ce que ça fait à la fin sur notre tissu économique puis sur notre tissu social d'avoir cette force et après d'avoir des politiques et des programmes qui reconnaissent et soutiennent de façon équitable, de la même façon qu'on soutient l'innovation, par exemple, dans l'entrepreneuriat privé. Oui. J'aurais envie d'ajouter qu'effectivement, soyons fiers, mais en même temps, on va être très rapidement victime de notre succès. Et quand on est victime de notre succès, il faut s'assurer d'être efficace et de pouvoir livrer et de générer beaucoup plus de création. Et pour ça, on doit avoir un écosystème qui est fort, des entreprises qui sont prêtes à soutenir les entrepreneurs, qui se complètent bien, qui travaillent ensemble, en équipe. Parce que du moment qu'on va avoir un intérêt qui va être encore plus marqué, bien que ça a augmenté avec les années, comme le disait Marc, il faut être capable de livrer au final aussi les attentes qui vont être générées. Donc, il y a cette efficacité-là aussi, puis ce leadership-là qu'on doit occuper. Puis l'indice démontre très bien, en fait, toute la force. Maintenant, il faut la mettre à profit. Tout à fait, parce que oui, nos entreprises sont des créatrices de richesses à valeur humaine. Et ça, c'est extrêmement important. Le capital humain est mis de l'avant. Est-ce qu'on est à un niveau, est-ce qu'on est à un cap? Je peux continuer en vous disant... On est dans une relance. On a des jeunes qui sont intéressés à l'entrepreneuriat de plus en plus. On a une pénurie de main-d'œuvre. On a une population vieillissante. Anissa, en fait, toutes les conditions sont réunies. Je pense que les conditions sont toutes là. Effectivement, on est à un cap. Et là, on est en pleine campagne électorale au Québec où les partis sortent des plateformes électorales qui se ressemblent un peu.
tournent tous autour des mêmes engagements. Je pense qu'on est à même de tous constater les enjeux auxquels on fait face, ceux qui ont été accélérés, qui ont été générés par la pandémie. T'sais, on voit que notre système de santé est à pleine capacité. On voit que les gens déménagent en région. Il faut assurer une vitalisation dans les régions, mais en même temps, nos chaînes d'approvisionnement ne suivent pas. Donc, comment on va s'assurer de maintenir des services de proximité en région? L'inflation qui grimpe. Donc, on a un contexte socio-économique qui fait en sorte que le statu quo n'est pas soutenable et tout ce que le gouvernement a précédemment mis en place ne permettra pas d'atteindre les objectifs. Donc, dans un contexte de campagne électorale où on tente de sensibiliser le gouvernement, de s'approprier ce qu'est l'entrepreneuriat collectif, l'importance de la contribution du secteur collectif auprès des secteurs publics et privés, c'est fondamental. Puis, tu sais, je ne suis pas en train de dire que le collectif peut répondre à tout, mais très certainement, on peut y répondre en bonne partie. C'est méconnu, c'est pas assez valorisé, puis en même temps, je veux pas qu'on s'encourage quand même, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et là, on a une opportunité idéale pour sensibiliser tous les élus à s'approprier ce modèle d'affaires-là pour répondre aux grands enjeux. Oui. Personnellement, de mon côté, la notion de cap, je ne suis pas sûr qu'elle décrit bien comment je perçois la réalité. J'ai comme l'impression qu'au Québec, on est plus dans une courbe exponentielle qui a commencé quelque part au 19e siècle avec la création du mouvement Desjardins et qui aurait dit à cette époque-là que Desjardins aujourd'hui aurait 400 milliards d'actifs et qui serait une des plus grandes institutions coopératives de la planète. Personne n'aurait pu deviner. On a des gens comme Solio, etc., qui aussi nous permettent de se démarquer, et des gens plus récemment comme Béatrice Renommet, comme Utile, qui a le vent et les voiles, mais aussi des gens comme ceux qui travaillent au développement de la société Angus, qui est un modèle unique d'entreprise d'économie sociale qui se comporte comme un promoteur immobilier, mais un promoteur immobilier qui s'inscrit dans une vision de développement durable. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on a, tout au long de l'histoire, on a progressé et que là, on est dans une courbe ascendante. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas ça comme un cap, mais plus comme une croissance qui va aller en s'accélérant si on continue à bien faire ce qu'on fait actuellement. Moi, je vais compléter les deux autres. Je pense que ça... En tout cas, je rejoins Marc qu'il y a effectivement plein de conditions pour que l'économie sociale prenne plus de place. L'intérêt, la vision que portent les jeunes, un écosystème de plus en plus cohérent, et on voit les efforts, l'impact de ces efforts-là, de s'assurer que dans tous les secteurs, dans toutes les régions, on se passe le bâton, on travaille ensemble, etc. Une reconnaissance de modèles innovants qui ont eu leur place. Et en même temps, je rejoins Marie-Josée, il y a une urgence d'agir, il y a des enjeux majeurs qui appellent à changer nos façons de faire. Donc, ce n'est pas juste développer des entreprises, c'est vraiment repenser nos façons de faire, notre vision de qu'est-ce que le succès d'une entreprise, qu'est-ce que le projet à long terme d'une entreprise ou du territoire auquel elle répond, des besoins qu'elle sert. Et ça, je pense, l'ampleur des défis et l'ampleur des choses à bouger, que ce soit les ressources financières qui arrivent au Québec et où elles sont déployées, à qui elles sont redevables, sont majeures. Donc, ça demande qu'on travaille de façon concertée et qu'on prenne beaucoup plus de place que ce qu'on fait aujourd'hui pour assurer un développement réellement durable en termes environnemental, social et même culturel. J'ajouterais à ça qu'une des forces au Québec, c'est notre écosystème de soutien en économie sociale. C'est une très grande force. Donc, autant que la job du CQCM puis la job du chantier, c'est de donner l'impulsion à notre écosystème de soutien, que la job du gouvernement, c'est de donner l'impulsion à l'ensemble. Et pour un gouvernement, là, ça devrait être alléchant, un écosystème aussi bien rodé et efficace comme celui qu'on a pour venir se brancher sur le terrain à grandeur du Québec, éviter des solutions qui sont mur à mur, puis trouver vraiment des solutions qui sont innovantes puis adaptées à chacune des régions. On a juste à penser, par exemple, aux entreprises d'économie sociale en soins à domicile pour maintenir les aînés plus longtemps dans leur milieu de vie. Il y a une réponse à tous les enjeux et ça, il faut le considérer, puis de travailler avec nous, bien, c'est sûr que le gouvernement sera en mesure de générer un plus grand impact, collé au terrain. Tout à fait, merci beaucoup. On va se le dire, un des meilleurs écosystèmes au monde?
Au niveau de l'économie sociale, Le solidaire, Québec est honnêtement. reconnu à l'international faut se le dire. pour le nombre d'entreprises, la diversité des entreprises et l'écosystème qui a permis leur développement. Exact. Donc, oui. Donc ça, c'est important, effectivement. Soyons fiers, mais pas chauvins. On peut se le permettre aussi. Allons-y. Merci infiniment pour vos commentaires, pour justement tout votre travail. Bravo à vous, parce que ces résultats-là, ce sont les vôtres aussi. Et on se souhaite d'autres indices aussi beaux, encore meilleurs. Marc, vous voulez dire quelque chose? Bien, simplement dire que moi, j'ai le plaisir de travailler avec ces deux dames-là assez régulièrement. Et leur dynamisme, je pense, démontre tout à fait, en fait, le dynamisme de notre secteur. Comment ne pas rêver à des jours encore meilleurs en travaillant ensemble comme on le fait actuellement. Merci infiniment. Rina, je te cède la parole. Merci infiniment, Anissa. Merci à nos panélistes pour ces excellents échanges. L'entrepreneuriat de l'économie sociale, c'est donc des milliards de dollars dont l'économie québécoise ne peut se passer. Des millions de membres aussi, d'employés qui rendent possible des produits et services essentiels à notre société et des milliers d'entrepreneurs de l'économie sociale qui sont dynamiques, inspirants, qui travaillent tous pour faire le Québec d'aujourd'hui et de demain. Et on a la chance, justement, d'en recevoir 4 avec nous. Donc, je vais vous les présenter rapidement, ces 4 beaux entrepreneurs-là. D'abord, la Barberie. La Barberie qui a été fondée en 1997 alors que l'industrie microbrassicole québécoise en était à ses premiers pas. C'est simple, la Barberie, c'est le permis numéro 3 de toutes les microbrasseries au Québec. Aujourd'hui, la Barberie emploie une trentaine de travailleurs dans le quartier Saint-Roch à Québec et produit annuellement plus de 2700 hectolitres. Ça, c'est beaucoup de bonne bière. On accueille aujourd'hui Sonia Terrien, présidente du conseil d'administration, qui est responsable des ventes, membre de la coop, bien sûr, depuis 2001. Elle connaît la Barberie comme le fond de sa poche et surtout croit profondément au modèle coopératif et à l'économie sociale. Notre prochain groupe, c'est le groupe TAC, qui a été fondé en 1979 et qui favorise l'intégration socio-professionnelle de personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles en développant des partenariats d'affaires. TAC, ça fournit des emplois permanents, stables et de qualité à 500 personnes, dont plus de 350 qui sont en situation de handicap. Vous savez, si vous utilisez les agendas scolaires, si vous mangez des biscuits Leclerc ou si vous mangez du chocolat favori en faisant de la raquette avec les raquettes Faber, eh bien, vous bénéficiez du travail du groupe TAC. Puis aujourd'hui, on reçoit Gabriel Tremblay, leur directeur général. C'est un entrepreneur social inspirant qui gravite dans le monde des entreprises adaptées depuis plus de 33 ans. J'ai failli dire c'est notre doyen, mais... Donc, depuis plus de 33 ans, il a contribué à la création de plus de 2000 emplois de qualité pour les personnes en situation de handicap. Ensuite, prochaine équipe, Alt Coop, fondée en 2017, la première coopérative de travailleurs en ingénierie au Québec. L'entreprise œuvre à transformer les façons de concevoir, de construire et de vivre, tout en remettant en question les façons de travailler. Aujourd'hui, avec nous, Abrielle Sirois-Cournoyer, cofondatrice responsable du volet Opération, Énergie, Innovation sociale de Alt Coop. Et pour animer ce beau panel-là, nous avons Alexandre Gagné, musicien diplômé du Conservatoire de musique de Montréal. Alexandre s'est découvert une passion pour la coopération et l'entrepreneuriat en cofondant la coopérative des professeurs de musique. Sous cette direction, l'école a connu une croissance soutenue et est devenue l'une des plus grandes écoles de musique préparatoire du Québec. Il est bénévole au sein du réseau Mentorat depuis 2019. J'oserais même dire qu'il a été mentoré. Et Alexandre accompagne donc avec bienveillance la prochaine génération d'entrepreneurs sociaux. Alexandre, je te cède la parole. Merci Rina. Ça me fait un immense plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, on parle d'indices depuis le début, depuis ce midi. Donc, on a plein d'indices présentement. Mais est-ce qu'on a la réponse à l'énigme? Donc, on reste quand même avec... on se demande, qu'est-ce qui va se passer? Bien, la réponse à l'énigme, je pense qu'elle est devant nous. C'est les entrepreneurs en économie sociale qui sont là, avec qui on va discuter aujourd'hui, qui vont mettre en relation, je pense, tous les sujets dont on a parlé depuis le début de cette présentation. Donc, on a parlé beaucoup d'innovation. On sait qu'on a vu avec l'indice que les entreprises d'économie sociale sont très innovantes et agiles. Gabriel, je pense que tu es en mesure de pouvoir nous expliquer un peu cela, la raison de tout cela.
pourrais-tu nous parler un peu, nous raconter ce qui s'est passé en 2015 dans ton entreprise? En 2015, on a surtout dessiné un plan stratégique. Groupe TAC existe depuis longtemps. On est en sous-traitance. On a des activités qui périclitent dans, l'exemple, la reliure, la préparation postale. Il fallait se réinventer. On s'est fixé des objectifs nouveaux bâtiments, de création d'emplois également. On s'est donné aussi l'objectif d'avoir un produit propre. On est en sous-traitance principalement. Et être en sous-traitance, c'est bien, on a des super partenaires, mais on est vulnérable à leurs décisions. L'entreprise est vendue, on quitte Groupe TAC pour différentes raisons. Une entreprise investit dans les technologies n'a plus besoin de sous-traitance. Donc, on voulait avoir un produit propre. Ce qui fait qu'on voulait également aussi s'associer à une autre entreprise adaptée. Il y a une quarantaine d'entreprises adaptées au Québec. C'est un super réseau. On parle de 5 000 emplois qui sont offerts pour les personnes handicapées partout au Québec. Excuse-moi, quand tu parles d'entreprises adaptées, peux-tu m'en dire plus? Oui, c'est vraiment des entreprises qui ont la mission d'offrir du travail à une majorité de personnes handicapées, des personnes qui ont eu des échecs à l'emploi, des gens qui, en raison de leurs limitations fonctionnelles, ne sont pas compétitifs sur le marché du travail. C'est un super réseau, comme je le disais, une quarantaine d'entreprises partout au Québec. Donc, dans notre plan d'affaires, c'était aussi de s'associer justement pour avoir ça débordait chez TAC d'activités, donc avoir une autre succursale pour justement être à mesure de faire nos travaux ailleurs. Et on a tout réalisé ça au cours des dernières années, surtout la dernière année. Maintenant, on a intégré une entreprise d'Amqui, une centaine de travailleurs avec nous depuis avril 2021. Et notre objectif d'acquérir un produit propre s'est réalisé en 2021 également. On a fait l'acquisition des actifs de Faber, un fabricant de raquettes à neige. Ce qui fait que maintenant, on sous-traitait déjà pour eux, on avait qualifié le produit. On a fait l'acquisition et aujourd'hui, nos raquettes à neige, les raquettes Faber, qui nous appartiennent, sont vendues partout au Canada. Fait que l'année 2015, on a rêvé. Et l'année 2022, on récolte l'usufruit de ce rêve-là. On parle maintenant d'entreprises de près de 500 salariés, dont environ 350 sont les personnes en situation de handicap. Des revenus annuels de 26 millions de dollars. Oh, bravo. C'est vraiment intéressant parce que c'est une entreprise qui permet à des gens de travailler, parce que sans vous, la plupart de ces gens-là, ils resteraient à la maison, si je comprends bien. Bien, c'est clair qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, il y a de plus en plus d'employeurs qui font confiance à des travailleurs avec moins de capacité, des personnes handicapées. Et on le voit, j'en parlais tout à l'heure un petit peu, il y a de moins en moins de personnes handicapées sur l'aide sociale présentement, mais il y aura toujours des personnes qui, en entreprise traditionnelle, vont avoir besoin trop de supervision. Ça fait que effectivement, si on n'existait pas, c'est certain que la plupart de ces gens-là seront vraiment sur l'aide sociale. Maintenant, on va parler un peu de la Barberie. La Barberie, c'est une pionnière du domaine des microbrasseries, puis c'est aussi une institution vibrante du quartier Saint-Roch à Québec. Sonia, tu es membre de cette coop-là depuis ses tout débuts, depuis 20 ans. Mm-hmm. Est-ce que je sais qu'à un certain moment donné, il y a eu des grands changements dans l'entreprise en termes de gestion interne et des choses qui sont passées. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Bien, en fait, la Barberie provient d'abord et avant tout de 3 amis barbus. Donc, ce n'est pas la barbarie, et c'est bien la Barberie. Ça vient de Barbe. Donc, les 3 amis fondateurs de la Barberie, qui sont Todd Picard, Bruno Blais et Mario Alain. On démarrait ça en 1997 avec des petits moyens et puis on développait des recettes, développait une façon de travailler qui sous le modèle coopératif. Mais, en 2010, il restait seulement un des 3 fondateurs qui était encore actif au sein de la coopérative. Puis, c'est quelqu'un qui avait énormément de charisme, énormément de leadership, etc. Mais il est parti pour d'autres expériences, etc. Puis, si on avait été une entreprise privée, définitivement, on n'existerait plus. Parce qu'il serait parti avec ses recettes, il serait parti avec... il aurait vendu ses équipements, puis ça aurait été terminé pour la Barberie. Par contre, étant donné qu'on est sous le modèle coopératif, on était habitués déjà à prendre des décisions, à avoir le nez dans les grandes lignes de développement, les projets, etc. On est une coopérative de travailleurs, donc les membres sont nécessairement travailleurs de l'entreprise. On était déjà habitués à prendre des décisions, à voter des projets. Donc, quand
notre fondateur, le dernier des fondateurs, est parti, bien, on n'est pas mort. On a repris les rênes. On a dit, bon, bien, OK, on est capable de s'organiser. On va mettre l'épaule à la roue, puis on va continuer à faire ce qu'on est capable de faire. Donc là, à ce moment-là, on était un peu encore persuadés qu'on devait avoir une direction générale unique avec une personne qui allait occuper cette fonction-là. Puis, force est de constater qu'on s'est aperçu qu'on était trop justement, on était trop mêlés à tout. Fait qu'on s'est dit, bien, pourquoi on aurait une seule personne à la direction générale? Pourquoi pas un comité de direction? Donc là, on a les directeurs de département qui siègent sur le comité de gestion. Donc, la direction générale est partagée à 3 personnes, ce qui fait en sorte que, bien, on va chercher les forces. T'sais, on a tous nos capacités, nos forces, nos faiblesses aussi. Quand tu es bon dans quelque chose, ben c'est le fun de pouvoir en faire profiter les autres. Bien là, on a 3 personnes qui ont des grandes forces et des grandes capacités qui peuvent tenir le fort. Puis évidemment que c'est un conseil d'administration qui gère, qui chapeaute le tout, mais ça fait un modèle d'affaires qui est intéressant parce que là, on est vraiment, c'est vraiment pluriel, là. Ben, la prise de décision, la gestion des projets, etc., c'est selon les forces de chacun. Puis, voilà. Ben, c'est fait beau, qu'on est c'est beau à vivant voir. grâce Ouais, c'est vraiment beau à grâce voir. au modèle coop. La force du groupe. Exact. Plusieurs têtes sont plus intelligentes qu'une seule, hein? Ça, c'est clair. Définitivement. Alt Coop, c'est un autre bon exemple d'entreprise innovante en économie sociale. Pourquoi avoir fondé une firme de services conseils sous forme coopérative? Qu'est-ce que vous avez voulu créer avec Alt Coop? Bien, c'est évident. En fait, on en a parlé tantôt. Nous, on fait partie clairement de la jeune génération. On a 5 ans d'existence cette année. Donc, clairement, toutes ces questions de quête de sens, travailler pour quelque chose de plus grand que soi, ça faisait partie des membres fondateurs. Puis, en fait, tout simplement, on sortait des études, puis on était une gang un peu rêveurs, idéalistes, puis on ne trouvait pas, en fait, notre place sur le milieu du travail classique. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. On avait des idées de projets, puis on se demandait si on allait être capable de les réaliser dans ces entreprises-là. Puis même quand on s'est rencontrés, petite anecdote, nous, on était comme, OK, on part en gang, on s'en va vivre sur notre terrain, puis on va imaginer d'autres façons de vivre, d'autres façons de construire les choses. Puis là, on s'est dit, bon, il va falloir quand même peut-être ramasser de l'argent, travailler pour arriver à ce rêve-là. donc, on s'est dit, bien, hey, pourquoi pas créer notre propre espace de travail, notre propre lieu qui est aligné avec nos visions, nos valeurs. Puis c'est comme ça qu'Alt Coop est né. Puis en plus, on avait été comme, on va dire, on avait, à travers nos parcours, connu tout le milieu de l'économie sociale, modèle coopératif. Puis on était 8 et on s'est dit, ça fait tellement de sens de démarrer une coopérative. On est déjà une gang là, à vouloir travailler ensemble. Puis donc vraiment, c'est un peu comme ça que l'idée est née, dans cette vision aussi d'être notre propre patron, de décider des projets dans lesquels on veut travailler. Également, cette idée d'avoir une mission, une vision qui va être pérenne. Puis on avait entendu il y a 5 ans déjà que les coopératives avaient beaucoup plus de chances de survie, que justement s'il y avait quelqu'un de la coop qui partait, donc des fondateurs, justement, on le voit, qui partent, bien, il y a vraiment plus de chances de faire perdurer la mission, la vision sur le long terme. Donc tout ça, ça faisait partie de nos idées. Puis également, on avait cette vision de travailler ensemble, donc d'avoir un modèle de gouvernance assez aplati. Puis, on a vu que le modèle coopératif pouvait facilement, dans le fond, nous aider à mettre ça en place. Oui, donc voilà. C'est génial, c'est génial. Bravo. Merci. Le vent tourne à l'égard des entreprises d'économie sociale. Les valeurs associées à ce modèle sont de plus en plus, je dirais, désirables. Ces entreprises qui
plus en plus, on trouve dans la société de plus en plus intéressante à cause de ses valeurs. Je pense, Gabriel, que tu as une anecdote à ce sujet à nous raconter, là. Bien, effectivement, c'était surtout sur l'évolution de la perception des entreprises d'économie sociale au niveau de soit des grandes corporations. Ça fait déjà, malheureusement, 33 ans que je suis dans le monde des entreprises adaptées. Et quand j'étais directeur général de la première entreprise adaptée à Montjoly, on faisait affaire avec une grande corporation depuis pendant, je dirais, facilement une quinzaine de mois. Quand ils ont appris qu'on embauchait majoritairement des personnes handicapées, ils ont arrêté de faire affaire avec nous. Donc, c'était un frein, là. C'était un frein carrément, effectivement. Ils n'ont jamais dit que c'était la raison principale, mais du jour au lendemain, ça a été le cas. Puis aujourd'hui, bien, la même entreprise fait affaire avec nous, puis très contente de mettre ça dans ses valeurs qu'elle fait affaire avec une entreprise d'économie sociale. Vous voyez-vous comment le vent tourne dans les perceptions, justement, des grandes, du monde Inc., comme on disait tout à l'heure, justement, envers les entreprises et les organismes sans but lucratif. Combien de temps il s'est passé entre le changement de vision? Là, une trentaine d'années. Ça a pris 30 ans. Oui, qui réalise finalement que vous étiez des bons partenaires. Effectivement. Wow, c'est génial. Super. L'indice aussi a montré que les entreprises d'économie sociale se sont mieux sorties des contraintes de la COVID que les compagnies privées. Donc, Sonia Labarberie, comment vous en êtes sortie? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, au début, on était inquiets, évidemment, parce que notre salon de dégustation étant fermé, il reste que c'est notre ouverture sur le monde. Oui, on a des produits qui sont distribués à travers la province, mais pour les gens, c'est là qu'ils nous découvrent le plus, c'est quand ils viennent nous voir sur place, quand ils peuvent voir les gens travailler en arrière, parce qu'on fait toute la production au même endroit, qu'on a notre salon de dégustation et notre administration, les bureaux, etc. Donc là, on ne peut plus accueillir les gens chez nous. On fait comment pour aller les rejoindre quand même? Bien là, on a réfléchi, on a essayé de garder le plus de liquidité possible au cas où, puis on a vraiment essayé de gérer nos affaires, pas partir en peur, mais on a fait l'acquisition d'une encanneuse parce qu'on s'est aperçu que les gens, bien, ils pouvaient plus... Le côté social, il n'y en avait plus ou pratiquement plus. Mais les seuls endroits où est-ce que les gens pouvaient se rencontrer, c'était à l'extérieur. Ben, c'est beaucoup plus pratique qu'une canne, qu'une grosse bouteille de bière. Fait qu'on a décidé de faire la transition. De toute façon, la demande était vraiment là, au niveau des commerçants aussi. Fait qu'on a fait l'acquisition d'une encanneuse. Donc, tous nos produits sont rendus maintenant, les produits de consommation journalière sont en canne. Puis, on a quand même une brèche là, qui est restée bouteille, qui est notre chai. Tous les produits qui sont vieillis de plusieurs années, bien, qui sont des collaborations des fois avec d'autres brasseries, etc., etc. Fait qu'on a vraiment essayé de faire nicher nos produits le plus possible pour être capable que les gens nous amènent avec eux dans les parcs, nous amènent avec eux en excursion, etc. Puis, on a aussi augmenté un peu le salaire des gens qui travaillaient au bar pour qu'ils puissent venir quand même faire la portion à apporter, la portion take-out, qui a beaucoup marché quand même parce que les gens, bien, ils essayaient d'encourager le plus possible des entreprises locales. Ça nous a beaucoup aidés à ce niveau-là. Ils étaient comme, ben, au lieu d'aller acheter une Molson, je vais aller directement à la Barberie, faire 5 minutes de social, puis récupérer mes bouteilles, mes cannes. Bien, nous, on voulait pas que nos serveurs, nos serveuses quittent, puis pour peu importe, pour travailler, tout simplement, parce qu'il n'y avait plus d'emploi pour eux. Bien là, on les a relocalisés dans d'autres secteurs de notre entreprise. On en a mis, justement, au prêt-à-porter d'autres, plus au niveau administratif, etc. On a essayé de relocaliser nos employés pour les garder, pour pas qu'on finisse la pandémie quand tu ne sais pas combien de temps ça va durer, puis se retrouver avec plus personne pour remettre la machine en marche. Bien, justement, on a essayé d'être innovant à ce niveau-là. Puis,
ainsi de suite. Mais on continue là-dedans, toujours avoir les recettes les plus être rigoureux au niveau des recettes de bière, des procédés, aussi améliorer les procédés pour, oui, sortir plus de produits, mais aussi des produits qui sont toujours de très bonne qualité, des moyens de contrôle, etc. Fait qu'on a vraiment travaillé sur notre entreprise, sur des choses, en fait, que au quotidien, on n'a pas le temps. Ça aura amené ça, la possibilité de vraiment refaire nos coûts de revient, etc., pour voir, on était-tu correct ou c'est le temps, là. C'est le temps, si on a à se faire des virements, faire changer de trajectoire pour certains, à certains niveaux, on a utilisé la période de pandémie pour faire ces tâches-là. Puis ça s'est avéré positif parce que ça va très bien. L'entreprise va très bien. Super. Je pense aussi des fois que le fait que les entreprises d'économie sociale, ça se trouve à être des entreprises qui ont une propriété collective, ça fait des entreprises qui ont une gestion des fois, je pense, peut-être plus prudente parce que l'entreprise n'appartient pas aux administrateurs ou aux travailleurs. Elle appartient, je veux dire, à la collectivité et non pas à un seul propriétaire. On a plus tendance des fois à avoir une gestion plus prudente de nos actifs, des avoirs, puis des employés. Donc, ça peut faire en sorte aussi, c'est peut-être une raison qui a fait en sorte que ça a mieux été pour les entreprises d'économie sociale durant la crise. C'est ce que je pense. AltCoop, là, je sais que vous faites beaucoup le développement puis la promotion du modèle social. Croyez-vous justement qu'on fait assez la promotion de ce modèle-là dans notre société? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Clairement, chez ALT, on va vraiment agir à différents niveaux. Là. Déjà, on réfléchit, de par notre modèle, déjà, on essaie de faire la promotion de l'économie sociale dans des secteurs d'activité qui sont peu communs. Donc, nous, l'ingénierie, clairement, c'est pas à l'école que j'ai entendu, à l'école, dans mes études d'ingénierie, que j'ai entendu parler du modèle coopératif. C'est beaucoup plus par après. Également, on fait même aussi la promotion de tout ce qui est enjeu environnemental, impact social aussi dans les projets dans lesquels on travaille. Donc, on fait également beaucoup de promotion à ce niveau-là, que ce soit au niveau du bâtiment, l'efficacité énergétique, puis on en parle beaucoup en ce moment de ces enjeux-là, puis on va travailler aussi à différents niveaux, comme avec des bâtiments qui sortent des normes, en utilisant des matériaux naturels, le bois, le chanvre, tout ça. On veut vraiment on sort de la boîte dans tous ces niveaux-là. Puis clairement, chez ALT, depuis le début, on est dans cette mission de faire parler de l'ingénierie à impact social et environnemental. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Donc, on va beaucoup dans les écoles, dans des événements également qui est plus, on va dire, dans des forums ou des espaces qu'on parle beaucoup plus du génie. Mais on arrive un peu en mode « Salut, on est un peu différent et en même temps, ça fonctionne. Puis les gens sont super intéressés, intrigués. Puis moi, clairement, j'ai cette idée-là. En fait, j'aimerais beaucoup qu'on entende parler du modèle d'économie sociale dans pour moi, ça passe beaucoup par l'éducation, clairement, dans des sphères d'éducation qui sont beaucoup plus classiques. Donc, je rêverais beaucoup de voir des cours d'économie sociale, qu'on parle des coopératives, des OBNL, dans des espaces, donc des écoles de génie, architecture, psychologie également, donc dans d'autres types de secteurs qu'on entend moins parler de ce modèle-là quand on est aux études. Clairement, ça serait vraiment intéressant. Puis, quand même, depuis qu'on est créé, depuis que ALT a été créé, donc il y a 5 ans, il n'y a pas beaucoup d'autres coopératives en ingénierie qui ont été créées. Donc, on est encore pas mal les seuls. Donc, pour moi, c'est un indice qu'il faut encore en parler plus, en parler davantage. Et je trouve ça intéressant parce que nous, on se fait beaucoup approcher par des jeunes ingénieurs qui viennent nous voir, qui sortent des études, qui ont comme entendu parler de ALT en disant comme « Ah, on est super intéressés, on veut joindre l'équipe ». Donc, il y a vraiment de l'intérêt, beaucoup pour ce modèle-là auprès des jeunes. On l'a entendu aussi dans le panel précédemment. Puis, donc, moi, je pense qu'il faut faire la promotion, mais aussi
parler de comment ça fonctionne. Nous, c'est assez... En tout cas, je me trouve impressionnant d'avoir... On finissait les études. Oui, on avait entendu parler du modèle coopératif, mais on ne savait aucunement comment gérer une entreprise coopérative, comment ça fonctionnait. Donc, d'avoir des cours aussi sur, OK, comment gérer collectivement, même si nous, on fait de l'entrepreneuriat, pas l'entrepreneuriat collectif, mais je veux dire de la gestion, l'autogestion, en fait, comment ça fonctionne. Donc vraiment, moi, je pense que ça serait encore plus, de pousser beaucoup plus davantage dans ces voies-là. Et de plus en plus, on voit là, que ce modèle-là arrive aussi aux oreilles des ingénieurs d'expérience. Et avec la pandémie, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a eu un intérêt pour le travail alternatif, télétravail, peut-être travailler moins, avoir des conditions de travail qui sont plus flexibles également. Et c'est super intéressant. On a beaucoup plus d'ingénieurs d'expérience qui nous contactent en disant hey, est-ce que vous avez de la place? Hey, j'ai l'impression que vous avez un modèle d'affaires qui est beaucoup plus flexible pour moi-même, mes conditions de vie. Et en effet, c'est ça qu'on fait. On fait la promotion de ça. Puis je pense qu'il y a également aussi à promouvoir, parler de ce modèle-là, comment il peut offrir beaucoup plus de flexibilité. Je pense que on fait la promotion, puis déjà, là, c'est vrai que depuis quelques années, je pense depuis que nous, on a été créés il y a 5 ans, on n'en entendait pas nécessairement beaucoup parler. En tout cas, dans le milieu plus je parle en ingénierie, là, mais de plus en plus, on en entend parler, on en parle, puis c'est de plus en plus de personnes arrivent en disant « Ah, je sais que ça existe, je sais que vous êtes là. » Puis je pense que ça fait partie de notre mission, là, de propager la bonne nouvelle. Ça a l'air à marcher, en tout cas, d'après ce que tu me dis. Donc, ça pourrait être une bonne idée pour tous les entrepreneurs sociaux qui ont la responsabilité eux-mêmes d'en faire la promotion dans leur milieu. Ça pourrait être une bonne idée de faire ça. Totalement, on remet souvent ces choses-là à d'autres instances qui font un très bon travail de promotion, mais je pense qu'aussi, on pourrait nous-mêmes le faire. Ça pourrait aider. Je pense que si tout le monde met l'épaule à la roue, on pourrait faire des grandes choses. Tellement. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, effectivement. C'est ça. Pour terminer dans la dernière minute, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table. Donc, chacun un tour de rôle, peut-être nous expliquer un peu c'est quoi les projets, les idées pour l'avenir. Les idées pour l'avenir, pour les entreprises adaptées, on pourrait tellement en faire plus. Je parlais tout à l'heure de 5 000 emplois. Ce qui est extraordinaire dans les entreprises adaptées, tu as parlé du wow aussi de l'économie sociale. Les entreprises adaptées font partie de ça. C'est que c'est pas un wow, je dirais, excusez l'anglicisme, stagé, c'est un wow réel parce qu'on a une mission sociale, on respecte les gens, on bâtit des véritables entreprises humaines. Puis ça, il y a de la place encore beaucoup au Québec. Il y a beaucoup de MRC, des dizaines et des dizaines de MRC où il n'y a pas d'entreprise adaptée. Donc, des personnes handicapées de ces MRC-là n'ont pas leur lieu de travail adapté, malheureusement, parce qu'il peut être trop loin. Exemple, les entreprises... une personne de Saint-Raymond à Québec peut... c'est-à-dire, ça peut être trop loin de travailler à Québec. Ce qui fait que... Je vais arriver avec une statistique avant. Si on compare juillet 2019 à juillet 2022, il y a 13 000 personnes handicapées de moins sur l'aide sociale. Juste par ça, le gouvernement du Québec économise 200 millions par année en prestations. Fait qu'imaginez-vous si on prenait l'économie d'une année et on investissait dans les infrastructures pour créer vraiment un réseau de nouvelles infrastructures dans les MRC où il n'y a pas d'entreprise adaptée, on ferait 3 choses. On créerait vraiment des milliers d'emplois, on offrirait donc la dignité à beaucoup plus de personnes. On serait une solution pour la rareté de main-d'œuvre pour des entreprises de ces localités-là. Puis en plus, le gouvernement générerait de futures économies parce qu'il y a des gens, de nouvelles personnes qui quitteraient l'aide sociale. Fait que tout ce que je demande, c'est qu'on prenne l'économie d'une seule année, on crée un réseau d'infrastructures. On va le faire pour les personnes âgées qui créent des infrastructures. On pourra le faire aussi pour l'intégration des personnes handicapées. Et on est capable, notre réseau, justement, de relever ce défi-là et de créer des milliers d'emplois. Ça, c'est un effet de levier qu'on appelle. Effectivement, c'est clair. J'espère que les gouvernements entendent ça. Des projets, on en a plein la tête. On en a ensemble, là. Ah oui? Oui, c'est ça. Je regardais du Il y en pousse. À chaque rencontre, il y a des projets qui viennent. Là, on est en phase, justement, là, on a le droit d'accueillir les gens chez nous, fait qu'on veut leur offrir un bel environnement.
Fait qu'on est en mode rénovation, amélioration des locaux. Notre terrasse, qui est déjà très agréable, on veut la rendre encore plus attrayante. Puis être capable d'honorer les gens qui viennent nous voir sur place, puis continuer aussi à développer le marché québécois, parce que, bien, comme je disais tantôt, on en a partout dans la province, mais tu sais, on peut continuer à étendre nos tentacules, on produit suffisamment pour ça, puis continuer à être fort au niveau coopératif. Nous, on n'exige pas que nos travailleurs soient membres nécessairement parce que c'est pas la réalité. On a beaucoup de gens qui sont là, peut-être saisonniers, qui viennent travailler plus au niveau du salon de dégustation ou des gens qui sont là à temps partiel, qui sont aux études dans un domaine X en même temps. On est souvent une job, un sideline, si on veut. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un intérêt pour quand même devenir membre éventuellement, ces gens-là. Puis ça s'est avéré que là, on a vraiment un gros pourcentage là, d'effectifs qui sont membres. On est sur une trentaine de personnes en plein été. Là, là, on est 13 membres. Puis pour ceux qui s'inquiéteraient de savoir à 13 si c'est difficile de prendre des décisions, pas du tout, au contraire. En fait, c'est challengeant. C'est sûr que, tu sais, des fois, on se relance, on essaie. Mais quand la décision est prise, Puis on va tous de l'avant, puis là, la machine est beaucoup plus forte. Fait que là, la décision qu'on a prise récemment, c'est de faire des travaux de réno, puis de se faire une beauté. Fait qu'on est là-dedans. Bonne chance. C'est un gros projet, les rénovations. Bien, quand même. Ouais. Mais on est fiers, puis on a déjà les plans, puis ça va être super. J'ai hâte de voir ça. Bien, j'espère que vous allez venir nous prendre une petite bière, puis on jasera de coopération. Excellent. Puis, juste comme ça, nous, on était la première microbrasserie coopérative dans la province, puis maintenant, il y en a plusieurs autres. Donc, force est de constater que, justement, tu sais, de voir qu'il y en a qui font les choses différemment, des fois, ça donne le goût à d'autres, tu sais. Fait que faut pas se gêner, justement, pour promouvoir ces modèles-là, parce que ça fait des petits. Puis... En fait, si je peux continuer dans cette lignée-là, dans peut-être nos rêves un peu plus larges, ça serait clairement de faire des petits en mode coopérative en ingénierie. On avait cette idée-là, ce rêve-là, quand on a créé HAL, de dire « Hey, ça serait le fun de voir plein d'inspirer d'autres à faire la même chose, puis de voir au Québec d'autres coopératives en ingénierie naître. » Puis on se fait souvent approcher, aborder pour des gens qui veulent même démarrer une coopérative. « Hey, comment vous avez fait? C'est quoi vos façons de fonctionner? Comment ça marche? » On a comme un peu peut-être un rôle de coaching aussi d'autres entrepreneurs qui souhaitent partir une coopérative. Donc, clairement, je pense sur le long terme, là, vraiment accompagner d'autres personnes à mettre en place des modèles coopératifs en ingénierie, clairement, ou dans d'autres secteurs professionnels. Ça serait super intéressant partager nos savoirs, partager ce qu'on a appris avec le temps. Je pense que c'est vraiment une vision sur le long terme. Là. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais qui sait, ça va peut-être pouvoir arriver. Puis, clairement, un projet là, plus sur le moyen terme, court, moyen terme. Chez HALT, on est toujours dans ces réflexions innovantes, dans nos façons de faire. Puis clairement, les 2 dernières années, la pandémie nous a amenés à réfléchir à, OK, comment qu'on continue à être innovant? Est-ce qu'on développe un nouveau secteur? Ou justement, tu sais, dans ces réflexions-là. Puis on a été comme amenés à voir le potentiel de l'équipe. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Quel genre de projet sur lesquels on va travailler? Puis voir aussi c'est quoi le potentiel de chacun des membres. Puis on s'est dit, hey, on va rallier tout ça ensemble. Et de là est née un peu l'idée d'avoir un secteur plus clair qui est en lien avec... on l'appelle le secteur agro, donc tout ce qui est développement des serres adaptées au Québec,
Donc, innover au niveau technologique à ce niveau-là. Puis on en a entendu beaucoup parler par rapport à la résilience alimentaire, dans les régions. Puis justement, on parle de trouver l'autonomie aussi en région au niveau alimentaire. Bien, nous, on a envie de pousser ce secteur-là, d'accompagner les agriculteurs aussi à développer des modèles qui s'adaptent à leur contexte, qui a un impact environnemental et social aussi positif. Donc, c'est un peu ça qui est là en ce moment, qui est en train de mijoter pour nous. Superbe, que de beaux témoignages. Je vous remercie, c'était un plaisir de jaser avec vous. J'ai ajouté mon petit grain de sel pour finir. Selon moi, aussi une belle façon de s'impliquer dans l'économie sociale, de faire grandir le mouvement de l'économie sociale. C'est aussi s'impliquer en tant que mentor au sein du réseau Montera, dans la cellule d'économie sociale. Ça permet de soutenir les jeunes entrepreneurs, de pouvoir les appuyer dans leurs projets. Donc, je pense que c'est aussi une belle opportunité pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent présentement. Donc, c'est fini pour nous. Donc, je laisse la parole à Rina pour terminer cette présentation. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Alexandre a volé mon punch. Parce que je voulais vous dire que si vous avez envie de redonner, on a besoin de mentors au réseau Mentorat. Si vous avez envie de grandir, on vous accueille comme mentoré, bien évidemment. Vous allez sur notre site, réseaumentorat.com. Fini l'autopromotion. Moi, je veux revenir à nos 3 grands partenaires parce que sans eux, puis sans la qualité de leur intervention au Québec, on n'aurait pas cet écosystème-là aussi fort en entrepreneuriat social. Merci à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Merci au Chantier de l'économie sociale et au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. J'ai envie de dire à ceux qui se posent encore la question, mais comment on peut se partir, comment on peut être une entreprise florissante? Allez voir ces partenaires-là, allez sur leur site. Ils ont des ressources incroyables et surtout, ils sont branchés au Québec sur tout ce qui se fait en économie sociale, en entrepreneuriat collectif. Merci aussi à l'équipe de Léger. Je sais qu'ils ont assisté à la conférence. Merci de nous aider depuis nos tout débuts. Merci à mes collègues précieux. S'il vous plaît, permettez-moi de les remercier. Roxane Classen, Valérie Danger, Emmanuel Petit, Solène Tanguay, Lawrence Veilleux. Merci, chers collègues. Et également au Centre de l'Univers qui nous a concocté ce bel écran-là numérique. Pour télécharger l'étude, vous allez sur indiceentrepreneurialqc.com et à nouveau, n'hésitez pas à passer sur notre site si vous voulez redonner au suivant en tant que mentor. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite un magnifique automne. À la prochaine.